人、後を継ぐ者を求めている。あんた、なぜこんなところへ来たの？真人さん逃げて！私の世界、まだ道半ばだよ。母さん！真人、私の仕事を継いでくれぬか。Bonjour à tous, c'est Valentin, le Home Cinéman, et je suis en compagnie de Loïc. Bonjour Loïc. Damn la petite Jep, j'espère que vous allez bien. C'était juste pour la vanne. C'était pour la vanne. C'était juste pour la vanne. Et je me dis, on va déjà faire une intro drôle. Et nous sommes réunis aujourd'hui pour parler du Garçon et le Héron, le nouveau film du studio Ghibli, réalisé par Hayao Miyazaki, sorti pour la 3e, 5e, 6e, sortie de sa retraite une nouvelle fois. Notre avis vient un petit peu tard, parce que moi je ne l'avais pas vu à la sortie, Loïc lui l'avait vu en avant-première. Effectivement, avant-première en VO STFR, la salle était blindée, et bon, autant le dire maintenant, hein, la VO vaut 100 fois la VF. Il faut dire que Loïc a cette obsession de la VF et de la VO pour les films d'animation japonais, coréens, enfin asiatiques. Il a cette habitude à regarder mes animés en VO, parce que selon moi, en tout cas c'est ce que je ressens, hein, c'est que dès que l'animé est en VO STFR, déjà bon c'est plus simple avec les sous-titres, hein, on va pas se le cacher, mais en plus de ça, je sens vraiment les émotions des acteurs, etc. Quand je vois les doublages, quand j'ai vu certains doublages français, ça me gêne. Oui mais là tu parles en général, parce que par exemple là sur les Ghibli, c'est sûrement les meilleurs VF qu'on ait dans l'animation. Après moi c'est mon premier Ghibli, du coup c'est difficile de comparer. C'est le premier Ghibli de Loïc, et donc il va avoir un point de vue totalement néophyte sur ce studio et cette manière de faire, et surtout sur les films de Miyazaki. N'importe qui a déjà vu un film de Miyazaki sait que ce n'est pas un film comme les autres. C'est vrai que j'en ai entendu parler, et je devais voir certains films, notamment Princesse Mononoke, mais à chaque fois je prends pas le temps. Mais effectivement c'est mon premier Ghibli, et c'est pas non plus une mauvaise découverte, à part que bon bah comme je viens de le dire, la VF pour moi était un peu gênante à certains moments, mais on en reviendra au long de la vidéo. Ok, on n'a même pas dit de quoi ça parlait, le Garçon et le Héron. On est en partie sans spoil, je précise, il y aura une petite partie spoiler plus tard. Nous t'écoutons. Et donc, le Garçon et le Héron, on commence. C'est l'histoire d'un garçon et d'un héron, voilà. Merci. Ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est un garçon qui s'appelle Maito, et qui... On peut le dire... Non, on va pas le dire. Il arrive quelque chose à ce garçon. C'est dans la bande-annonce. C'est dans la bande-annonce. Oui, mais alors, Miyazaki, au Japon, il voulait pas faire de promo. Et donc, en fait, au Japon, il n'y a pas eu de bande-annonce. Les Japonais ont découvert le film sans aucune bande-annonce, il y avait juste une affiche. Enfin, je crois, hein, c'est ce qui a été rapporté. J'ai pas été au Japon pour vérifier. D'ailleurs, sais-tu pourquoi il n'y a pas de chevaux au Japon? Non. Parce qu'ils sont déjà poney. Moi, j'abandonne. À un moment, je me suis dit, je vais faire genre, ok, mais j'ai pas réussi. Et du coup, au Japon, il n'y a pas eu de promotion du film. Donc, bon, concrètement, j'ai pas trop envie de vous en révéler beaucoup sur l'histoire si vous n'avez pas encore vu ce film. Après, le problème, c'est qu'au Japon, il n'y a pas eu de bande-annonce, mais nous, on en a eu énormément. Non, je crois qu'il n'y en a eu qu'une seule, c'est juste que du coup, on la voyait en boucle au cinéma. Oui, c'est ça, bah, c'est ce que je voulais dire. C'est qu'on avait souvent la même bande-annonce, mais en VO ou en VF, et ça revenait au moins une fois pour chaque séance. Et nous, qui allons au cinéma au moins 3 ou 4 fois par semaine, on en a bouffé. Sauf toi qui te fermais les yeux. Ah ouais, moi je me fermais les yeux à chaque fois que la bande-annonce passait, justement pour être comme le voulait Miyazaki, et donc n'avoir quasiment aucune image. J'ai malgré moi aperçu quelques images sur les réseaux sociaux ou quoi, mais jamais voilà une bande-annonce entière ou pas beaucoup d'images. Je voulais vraiment me préserver de toute promotion visuelle du film. Après pour le coup, moi avoir vu les bandes-annonces aussi bien en VO qu'en VF, ça m'a rien changé en fait dans le visionnage du film. Ah peut-être, hein, mais c'est juste une obsession de ma part. Hein. Enfin, vu qu'il n'y avait pas de promo au Japon, moi je voulais vraiment être découvrir le film comme un japonais. Voilà, donc toi ton obsession c'est pas regarder les bandes annonces de Miyazaki, moi c'est de regarder mes animés en VO. Très bien, chacun ses obsessions. Et donc le film raconte l'histoire d'un garçon, et à un moment dans... le film raconte la vie de Maito qui, suite à un événement tragique, doit déménager avec son père, et il doit vivre dans un autre endroit où il va découvrir un peu l'environnement, une certaine tour, et justement il va rencontrer également un héron qui va l'emmener au final dans cette tour, et c'est toute cette aventure-là qui va entraîner le film, tout simplement. Voilà, ce n'est pas un héron comme les autres, dirons-nous. Héron, petit patapon. Oh putain, on se retient. Tu te retiens. Je me retiens. Tous... non, c'est pas possible. Désolé, c'est la fatigue. Bon, maintenant qu'on a résumé comme on pouvait l'histoire et ce qu'il y a autour du film, qu'as-tu pensé du film, Loïc? Alors, pour un premier Miyazaki, c'était un très bon film. Vraiment, j'ai beaucoup aimé aussi bien l'animation que la musique, et même l'histoire qui était assez profonde, et pour le coup, tout le long de la séance, je me suis dit, what the fuck? Et à la fin, je me dis,
ah, d'accord, c'est donc là qu'il a voulu m'emmener. Et ben il a réussi à m'emmener jusqu'au bout, genre vraiment je voyais pas l'intrigue. Et c'était vraiment intéressant, vraiment beau, tout ce que j'attendais en fait d'un Ghibli, d'un Miyazaki. On m'avait tant vanté les mérites justement de telle production que je me suis dit bon bah ça devrait être au moins un bon film. Et au final c'était un très bon film. Même au revisionnage? Parce que du coup, tu l'as vu 2 fois. Bah le problème étant que, comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est la VF. Mais VF ou pas, voilà, l'image reste la même, la musique reste la même. Mais c'est vrai que la VO apporte vraiment un plus pour moi. Oui, donc c'était vraiment un très bon film. J'appréciais beaucoup les images, aussi bien la musique et même l'histoire qui m'a entraîné jusqu'au bout. Et vraiment, c'est ce que j'espérais d'un Miyazaki au final. On m'en a tant parlé que bah, j'espérais que ce soit un bon film. Et finalement, c'était un très bon film. Et donc voilà. Et toi, Valentin, quel est ton avis? A few moments later. A few moments later. Je suis sûr que c'est la même voix. A few moments later. Et toi, Valentin, quel est ton avis? C'est un des meilleurs films de Miyazaki. J'allais dire chef-d'œuvre? Non. J'allais dire un des plus bons Miyazaki? Non. Je ne sais pas encore où le placer, mais en tout cas, mon expérience a été incroyable. Attends de voir la VO. Mais contrairement à toi, je dirais pas, je ne spoilerai pas mon top. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va être bien placé dans l'année, je ne sais pas où. C'est un des meilleurs films que j'ai vu cette année, ça c'est sûr. Et comme tu l'as dit, tout était au rendez-vous. Mais du coup, en ayant déjà vu certains Miyazaki, notamment Princesse Mononoke, Voisin Totoro, Le Voyage de Chihiro, Le Château Ambulant, pour en avoir vu pas mal, et même d'autres du studio Ghibli, par exemple Le Tombeau des Lucioles, enfin pour en avoir vu pas mal, je savais à quoi m'attendre un petit peu, quel code on allait réutiliser, s'il allait les réutiliser, mais je savais à peu près à quoi m'attendre. Et pourtant, comme tu l'as dit et tu l'as très bien dit, je savais pas où il voulait m'emmener, et à la fin, quand j'ai su où il m'emmenait, je vais ah ouais, d'accord, ben je suis très satisfait de là où on m'a emmené. C'est pas toujours le cas qu'on soit satisfait à la fin de là où on arrive. Scénaristiquement, j'essaie de rester très vague pour rester sans spoil, mais voilà, j'aime bien aimer être baladé, être surpris, être bousculé dans mon siège, parce que ça arrive pas souvent aussi. Et là, il y avait des choses qui arrivaient à l'écran, et j'étais vraiment désarçonné, j'étais en mode, mais qu'est-ce qui se passe là, je ne comprends plus rien. Et au moment où ça commence à devenir frustrant, où tu commences à te dire, bon c'est bon, là je suis plus rien, ça m'énerve, et là il te raccroche les wagons, il te donne une petite explication qui te donne envie d'aller plus loin. Et là, t'es là, ah oui, d'accord, alors montre-moi en plus. Et à chaque fois, j'avais envie d'en voir plus. Et à la fin, j'étais totalement satisfait. Et je vais pas dire j'ai tout compris, parce que je pense que dans ce genre de film-là, c'est impossible de tout comprendre. En tout cas, certainement pas avec un seul visionnage, ni même 2, ni même 3. Sans avoir tout compris, je suis très satisfait de là où on m'a emmené. Et vraiment, j'en retire une expérience extrêmement positive. J'aurais pas dit mieux. Nous sommes d'accord. Pour une fois. Du coup, je te propose de parler de l'animation, du côté visuel du film, qui est un avantage conséquent. Donc, cette vidéo sort après celle sur Wish, donc le dernier Disney qui est sorti, qu'on a vu en avant-première. On a évoqué, Valentin a cité notamment Jennifer Lee, qui a réalisé le film, qui est créatrice, responsable créativité chez Disney, si je me souviens bien, qui a dit qu'il y avait un problème avec la 2D, que c'était pas bien, du coup ils ont mixé avec la 3D, ouais, c'est bien ça? Elle disait, pour résumer, je vous renvoie vers la vidéo qui est disponible sur la chaîne, mais elle disait pour résumer que en 2D c'était limité, en gros les mouvements de caméra étaient limités, et la 2D ça limitait les possibilités, et donc sous-entendu la 3D c'est mieux. Donc rappelle-moi Valentin, Disney ils connaissent beaucoup de monde au niveau de l'animation, même dans le cinéma en général. Apparemment oui. Bah écoute, ils connaissent pas trop Miyazaki alors, parce que je pense qu'un petit stage chez lui ferait pas de mal, parce que vraiment l'animation, en fait j'ai l'impression que c'est de l'aquarelle tout le temps, notamment au début. C'est toujours le point fort dans leur film. Et c'est vraiment magnifique. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un animé en 2D d'une telle beauté, avec une telle fluidité au niveau des mouvements, notamment au tout début du film, où vraiment c'est pas juste des petits mouvements, machin, un petit bonhomme qui court. Non, c'est un bonhomme qui court, avec vraiment beau, avec une foule devant, avec d'autres trucs à chaque fois au second plan, etc. C'est vraiment magnifique, et c'est pas souvent que ça arrive. Donc après, je dis pas que Disney doit récupérer l'animation orientale. Je dis juste que le problème de la 2D a été réglé, voire même il est inexistant au niveau de Miyazaki, notamment pour ce film-là, parce que c'est le seul que j'ai vu, car il n'y a aucun problème de caméra, il fait tout ce qu'il veut en dessin, et ça rend vraiment très bien. Je sais pas ce que tu en as pensé, mais moi j'ai trouvé ça vraiment très beau, et ajouter la musique classique qu'il y a derrière, notamment le piano. Oh, le piano. Oh là 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 là. Putain, le piano, j'ai failli verser ma larme à chaque fois, que ce soit au premier visionnage ou au deuxième. À chaque fois quand j'entends vraiment le thème principal qui revient assez souvent, à chaque fois je fais oh, putain, retiens-toi, 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 bah j'ai failli pleurer encore. Toutes les notes au piano, c'est un petit bom-bom pour les oreilles.
Et même le visuel du film, c'est un bonbon pour les yeux. Ah bah c'est vraiment très agréable quoi. Vraiment, Moi, je ne peux que te rejoindre sur tout ce que tu viens de dire. Et même dire, il y a une scène au tout début du film où un bâtiment prend feu. Et je pense qu'en fait, il faudrait montrer cette scène à Jennifer Lee. Il faudrait l'asseoir dans une petite salle et lui montrer et lui dire, bah tu vois, ça, c'est ce que tu devrais faire. Il faudrait lui montrer parce que je pense qu'elle n'a jamais dû voir ce genre de film pour affirmer que la 2D est limitée. Ouais, mais après tu comprends, les Américains ils ont vraiment rien à apprendre des Chinois, des Japonais, etc. De toute façon, le réchauffement climatique, c'est un complot chinois, c'est une fake news. Il raconte n'importe quoi, faut pas l'écouter. Bon, Bref, toute cette partie avec le feu enfin un bâtiment en feu, oh, c'est magnifique quand le personnage court à travers toutes ces flammes et qu'elles deviennent floues mais pas assez floues. C'est quelque chose que j'ai jamais vu en 2D et j'ai même envie de dire, il y a de la 3D dans le film qui est mélangée à la 2D. Et très bien fait. Et très bien fait. Par exemple, je repense aux rideaux de la salle d'accouchement. Oui. Et bien ces rideaux-là sont en 3D, ça se voit, mais il y a à aucun moment c'est gênant. Et peut-être même qu'en 2D ça aurait rendu peut-être moins fluide. On parlait du mélange 2D 3D dans Wish, qui n'en est pas vraiment un. Je vous renvoie encore une fois à la vidéo. Là, il y a un mélange. La 3D apporte un plus, mais ça reste toujours quelque chose de secondaire. Voilà, on a vraiment cette impression, qui est en grande partie vraie, que tout est fait à la main. Et en fait, chaque plan est un bonbon pour les yeux. Parce qu'à chaque fois qu'on change de plan, tu redécouvres toute une partie de cet univers. Et il y a quelque chose qui est très cher à Miyazaki aussi, et qu'on retrouve dans ce film-là, c'est le fait d'insister sur la campagne et les décors de la campagne. Il y a un nombre de plans sur les arbres, sur les prairies, sur tout ce qui est vert, j'ai envie de dire, enfin voilà, la campagne quoi. Et en fait, on prend le temps d'admirer les décors, de regarder tout cet environnement. Bah, c'est un environnement inspiré de choses réelles, hein, la campagne ça existe vraiment. Mais là, on a l'impression de la redécouvrir, de sans cesse être émerveillé par un arbre. Et c'est ça qui est fou chez Miyazaki et qui est encore présent dans ce film-là. T'as quelque chose à rajouter visuellement ? Non. À part le visuel, il y a quelques références que j'ai bien aimées, notamment rien que le fait que ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, ou en tout cas, oui. Bah, il le dit, c'est 2 ans après le début de la guerre que l'événement tragique se passe, et ensuite vient le film. Ouais, et j'aime bien le fait que ça se passe pendant cette Seconde Guerre mondiale, comme l'a déjà fait Ghibli avec Le Tombeau des Lucioles, par exemple. Il n'y a pas que cette référence-là, il y a cette période, la Seconde Guerre mondiale, qui est encore explorée ici, puis même je crois que Le Vent se lève était pas loin de la Seconde Guerre mondiale. Je n'ai pas vu Le Vent se lève, donc c'est une supposition, mais il me semble que ça devait être dans cette période-là. Bref. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est, pour ceux qui ont vu le film, dans le film, il y a des petits personnages qui s'appellent les Wara Wara, et ça m'a beaucoup fait penser à des petits personnages de Ponyo sur la falaise, qui est pareil, un des meilleurs Ghibli, mais de toute façon, tous les Ghibli sont les meilleurs Ghibli. Bref. Et en fait, voilà, tout le long du film, j'ai retrouvé cet univers Ghibli, si on peut dire, et du coup, ça a inscrit ce film immédiatement dans cet univers et dans cette continuité visuelle du studio, qui avait fait un petit faux pas avec Aya et la sorcière, le dernier en date. Et d'ailleurs, c'est drôle maintenant de voir, pour revenir sur le visuel très rapidement, c'est drôle de voir Ghibli qui disait ouais, on va passer à la 3D, on va changer un petit peu notre fusil d'épaule, et de voir qu'en fait, quand Miyazaki revient, il fait quoi? Il fait de la 2D, et ça pète des culs, j'ai envie de dire, hein, pour être un petit peu vulgaire. Ça pète des culs. Ne passez pas à la 3D, restez en 2D, regardez, c'est ça que vous savez faire de mieux. Voilà. Donc j'ai bien aimé les petites références qui continuent à inscrire le film dans l'univers visuel du studio. Et puis oui, il y a cette manière aussi surtout au début du film, il y a plein de moments où l'histoire n'avance pas tellement, les événements sont un petit peu calmes, enfin, comment dire, oui voilà, il y a pas beaucoup de péripéties, et en fait, les personnages se trimballent dans le décor. Il y a ce tout petit moment, par exemple, que j'ai noté, où, en fait, il y a un personnage, il prend une molinette, et il rembobine, tu sais, et il démarre la voiture, comme ça se faisait dans le temps avec, ils actionnaient, en fait, le moteur avec une petite molinette. Et tu vois, ça c'est un détail tout con, mais tout ce genre de détails, ça t'inscrit dans la période en cours, et ça te permet, voilà, de sentir que tous ces événements sont tangibles. Bon, on se retient un petit peu depuis tout à l'heure, est-ce qu'on passerait pas en partie spoil pour pouvoir vraiment parler librement? Je suis totalement pour, donc attention à vos oreilles si vous l'avez pas vu. Ouais, je vous conseille vraiment d'aller le voir et de ne pas vous faire spoiler, parce que vraiment c'est un film qu'il faut découvrir, je pense comme je l'ai fait, c'est-à-dire en ne sachant rien. Et en VO surtout. Et en VO. Arrêtez-vous là si vous voulez voir le film et que vous ne l'avez pas encore vu. Maintenant on passe en partie spoil. Allez, vas-y, lâche-toi. C'est quoi ce héron là? Qu'est-ce que c'est? Alors, j'ai bien aimé tout ce qui se passait, j'ai à peu près compris où il voulait m'emmener, mais alors, on va dire la seule chose, en tout cas la chose principale qui m'a échappé, c'est cette histoire avec le héron. Je disais tout à l'heure en non-spoil que il nous place d'abord un contexte réaliste,
Voilà, on est dans la Seconde Guerre mondiale. Il vient de perdre sa mère dans les flammes. Il va à la campagne chez sa tante. Et en fait, tout ça, ça place le film dans un univers très réaliste. À ce moment-là, du coup, c'est pour ça que je disais, on prend le temps d'apprécier les décors et toute cette période et sa reconstitution. Et voilà, ça place l'univers dans quelque chose de réaliste. Et d'un seul coup, le héron se met à parler. T'as un héron qui passe, hop, il se met à parler avec une voix assez spéciale. Maito. Ouais, voilà, c'est un truc comme ça. Et en fait, ça désarçonne tout de suite, mais on est chez Miyazaki. Et des personnages comme ça qui se mettent à parler spontanément, bon, c'est pas ce qui déstabilise le plus. Hein. Et donc, je me dis, ok, d'accord, un héron qui parle, ok. Et en fait, plus le film avance, et plus t'es déstabilisé à chaque fois. Et là, d'un seul coup, on t'emmène dans les ruines, et il y a ce moment où il passe à travers le sol. Alors là, moi, c'est là que j'étais totalement perdu. Je me suis dit, on va où là? À ce moment-là, voilà, c'est ça que le film a bien réussi et fait bien, je trouve, c'est te déstabiliser, mais il arrive à te reprendre juste après. C'est ça, c'est que ça en fait. On te déstabilise pour te reprendre avec nous, pour finalement recommencer. Et c'est en fait, c'est encore, c'est une boucle. Et moi, je sais que ça m'a perdu déjà dès le début, où on voit le héron en fait, où il y a un mec dedans. Oui, je c'est me ça. suis dit, mais déjà, mais qu'est-ce que tu fous là, mec? C'est ça, et puis il y a aussi cette distance culturelle avec le Japon et enfin entre l'Orient et l'Occident, Exactement. qui fait que peut-être enfin c'est même sûr hein, qu'il y a des références qu'on n'a pas, peut-être que pour eux il y a des choses qui sont dans leur culture et dans leur mythologie que nous voilà on n'a pas du tout accès, on n'est pas des fins connaisseurs de la culture japonaise, hein, loin de là. Et donc c'est vrai que pour nous c'est très désarçonnant, mais c'est bien aussi, j'adore cette manière de te déstabiliser, de pas être sur des rails, tu sais comme quand tu regardes un Marvel, bon tu sais très bien à quoi t'attendre et voilà t'as ta petite sauce, tu sais très bien ce qui va se passer. Et là voilà d'être déstabilisé, moi j'aime bien de temps en temps au cinéma qu'on me bouscule dans mon siège. Et je sais que ça passe pas pour tout le monde. C'est un film qui, comme quelques Miyazaki, peuvent être déstabilisants et difficiles d'accès en fait. Donc c'est pour ça, si on n'aime pas trop, voilà, si on aime bien être sur des rails et être sur quelque chose auquel on peut s'attendre et quelque chose de très réaliste, ou alors si c'est fantaisiste, que ça reste réaliste dans cette fantasy, bah c'est vrai qu'on peut très vite passer à côté. Donc c'est pour ça que le film peut rebuter tout de suite. Et c'est soit on rentre dedans, soit on rentre pas dedans. Et moi j'ai bien aimé justement, je suis rentré dedans, pas à tous les moments, et justement le film a réussi à me reprendre à chaque fois. C'est pas forcément tout le monde, je pense, qui pourrait être repris à chaque fois que le film déstabilise quoi. Bah moi je sais que mon premier visionnage, j'étais vraiment à fond dedans tout le temps, vraiment sur les 2 heures. J'ai pas lâché une seule fois. C'est la deuxième fois, bon après pour des raisons aussi de fatigue, dans ce deuxième visionnage j'ai eu un peu de mal à me remettre dedans à certains moments. Mais dans le premier visionnage vraiment j'ai pas lâché une seule fois. Et c'est pas souvent que ça arrive, notamment ces derniers temps, parce que bon bah des fois c'est un peu lassant. Mais le dernier film dans lequel où je me suis vraiment mis à fond dedans, c'était Napoléon. Et les autres, bah Wish, encore plus récemment, vraiment, mais moi je me suis sorti dedans à chaque nouvelle scène Ouais, en fait. on compare les deux parce que ce sont 2 films d'animation de 2 grands studios qui sont sortis récemment. Et c'est sur lesquels aussi on a fait une dernière vidéo. Je trouve que dans la première déstabilisation, voilà, quand on passe vraiment dans l'autre monde pour la première fois, on sait pas tout de suite que c'est... Enfin, on voit que c'est pas le même monde, mais on sait pas tout de suite exactement ce que c'est. Et en fait, je trouve que c'est très habilement fait. On passe de l'univers réaliste et le surréalisme apparaît par petites touches. Je prends un exemple. Le moment où le héron parle pour la première fois, c'est pile juste après que Maito se soit cogné la tête avec son caillou. Voilà, toi, spectateur qui est dans cet univers réaliste pour l'instant, tu peux très bien l'expliquer par « Ah bah oui, il s'est cogné la tête avec le caillou, donc forcément il entend des voix, il voit le héron lui parler. » Et dans la même veine, juste après, t'as le héron qui vient lui reparler dans sa chambre, et bizarrement, c'est un moment où il dort. Et voilà, et en fait, les événements surréalistes arrivent au moment où ça peut encore s'expliquer. Et donc voilà, ça vient par petites touches, et ça t'accompagne jusqu'au moment, voilà, où il passe dans l'autre monde, et là t'es totalement désarçonné. Et j'ai bien aimé aussi, quand il passe dans cet autre monde, j'étais un petit peu énervé à ce moment-là, parce que je me disais, enfin énervé, toute proportion gardée, mais je me disais, bon, on va où là? C'est quoi? Tous les personnages sont pas... Il est où le héron qui est parti avec Maito en même temps, dans cet autre monde? Où est le héron? Elle est où la vieille mamie? C'est qui cette meuf qu'on rencontre d'un seul coup? Ces portes jaunes? Qu'est-ce que c'est tout ça? Et les réponses arrivent petit à petit, et c'est comme ça que le film arrive à te reprendre, c'est il raccroche les wagons pour après les refaire sortir du rail et raccrocher après. C'est ça, en fait on veut toutes les réponses tout de suite, on est tellement habitué à avoir toutes les réponses d'un coup en fait avec tous les films, que ce soit les films occidentaux en fait, à chaque fois on a vraiment, bah voilà, il y a une chose qui se passe, bah il y a ça juste avant. Non, là Miyazaki il dit calm down, ça va arriver, prends ton temps, assis-toi, mange ton popcorn, bois un coup, ça va arriver. Et au fur et à mesure ça avance, mais genre tranquillou bilou, et finalement bah tu vois mon gars, t'as ta réponse, bah t'as une autre réponse juste là, ah bah tiens je te remets des questions, mais tranquillement, vas-y doucement, tu te poses plein de questions, je t'apporte les réponses, mais vraiment doucement, chacun son rythme. Et justement, t'as raison, mais c'est pas je t'apporte les réponses, non, c'est je vais t'apporter certaines réponses, des réponses clés, mais pas toutes. Et c'est ça parce que, comme ça, en fait, en faisant ce que tu
tu dis. Il apporte les réponses qui permettent de te remettre sur les rails pour le principal. Il répond pas à tout ce qui se passe. Et le reste, c'est du bam-bam pour l'imagination. C'est ça, c'est vraiment à toi de trouver le truc. Il y a vraiment par contre sur la fin où tu te dis ah ouais, c'est donc ça en fait ce qu'ils disaient depuis le début. Et même il y a d'autres moments où tu te dis mais en fait ça se trouve ça, c'est ça. Il te laisse vraiment le temps de te faire tes propres théories pendant le film pour te dire bah ouais en fait t'as raison ou te dire non. Et c'est vraiment ça qui est vraiment intéressant, c'est que c'est un film qui te fait réfléchir, qui te fait imaginer la suite toi-même, et c'est vraiment intéressant et c'est pas souvent que ça arrive. Oui, je vais prendre un exemple de ce qui m'a plu dans ce qu'on est en train de dire, c'est que quand on arrive pour la première fois dans ce nouveau monde, les premières réponses qui nous sont données, ça nous laisse entendre que c'est le monde des morts, parce que la fille qui est avec Maito lui dit, j'ai oublié son nom, je suis désolé, elle lui dit un truc du genre tout ce qui est dans ce monde est mort ou enfin, je sais plus, mais en tout cas voilà, elle lui laisse entendre qu'il y a des morts dans ce monde. Tout de suite, ça te relance dans ton imagination. Et moi, je me suis dit, ah, ok, alors du coup, c'est une sorte d'enfer. Et du coup, bah, tous les morts du monde d'en haut, ils arrivent en bas. Et c'est ça, tous ces petits trucs blancs et tout ça. Et après, on te rapporte une réponse. On te dit, ouais, en fait, les bestioles blanches, là, ce sont des âmes. Ce sont des futurs êtres humains. Et ça, on te le dit clairement dans le film. Et voilà, on te redonne, voilà, quelque chose à imaginer et à construire dans ta tête. Du coup, tu dis, ah oui, d'accord. Alors, ces petites âmes-là, elles vont monter en gonflant comme ça. Et elles vont devenir des êtres humains. Mais c'est pour ça que mais du coup, il y en a énormément de ces petites âmes. Il y en a tellement énormément, tu te dirais, mais alors, comment elles deviennent tous des êtres humains? C'est que... Enfin, tu me diras, il y a beaucoup d'êtres humains qui naissent sur Terre chaque jour. Mais du coup, après, quand il y a les pélicans, ce sont des pélicans, je crois, oui, qui arrivent et qui les mangent, tu dis, ah oui, c'est pour ça que du coup, ce sont que quelques êtres humains qui naissent par jour. J'en étais venu à imaginer plein de petites histoires comme ça sur ce fonctionnement. Et du coup, ce que le film fait magnifiquement, je trouve, c'est la cosmogonie de cet univers. C'est-à-dire qu'il va nous expliquer, alors pas forcément la création de bout en bout, mais voilà, il va nous expliquer comment fonctionne cet univers, car c'est un univers. Et il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans cette optique, c'est par exemple la pierre. Tu sais, la grosse pierre qu'on voit à la fin, en fait. Qu'on voit à la fin, voilà, alors comment il s'appelle? C'est le grand-oncle? Le grand-oncle de la mère de Maito. Voilà, et il y a cette grosse pierre du grand-oncle, et même la tour, en fait. Et ça, en fait, on nous dit, ah bah c'est arrivé comme ça du jour au lendemain. C'est arrivé, et c'était là, et le grand-oncle est tombé dessus. Et en fait, ça, pour moi, ça explique tout et rien. C'est-à-dire que ça explique rien, on sait pas d'où ça vient, et on le saura pas dans le film, c'est à toi de deviner, machin. Et en fait, j'ai envie de dire, ça explique tout aussi, parce que dans notre univers, c'est pareil. Un jour, il y a eu une étoile qui s'est formée, bon, c'est à peu près comment ça s'est formé, mais un jour, il y a eu un Big Bang. Et voilà, c'était là. Et nous, bah, on était là. Comme la pierre, en fait. Et c'est que des choses comme ça où c'est vraiment stimulant pour l'esprit, je trouve. Totalement. D'ailleurs, j'y pensais pendant que tu parlais. Dans chaque semi-univers dans lequel on rentre à chaque fois, où on découvre de nouvelles choses, en fait, chaque semi-univers mériterait un film dessus pour expliquer le fonctionnement. Et c'est ça, en fait, ce sont des mini-films dans le film, et c'est ça qui est encore mieux, quoi. Mais justement, moi le mec, il est vraiment, il a une imagination et il a des idées, et si je vais dans sa tête, je me perds dès le début, en fait. Mais justement, moi j'aimerais pas avoir tous ces films qui nous expliquent tout ce qui se passe dedans, parce que c'est bien justement de ne pas tout expliquer aussi, et d'avoir cette petite graine pour ton imagination à toi. Du coup, pour terminer, ce qui m'a le plus plu dans le film, c'est justement là où il nous amène, à cette espèce de couloir du temps dans lequel ils doivent aller pour fuir cet univers qui est en destruction, et on voit le cosmos et l'univers qui se détruit dans le cosmos, et les personnages qui manquent de se retrouver dans le vide intersidéral. Enfin, c'est vrai, je m'attendais pas du tout à arriver dans un truc comme ça avec un film s'appelant Le Garçon et le Héron se passant dans la campagne. Et vraiment, moi j'adore j'aime beaucoup la science-fiction au cinéma, c'est mon genre préféré, et c'est pas de la science-fiction, mais on se rapproche de choses qui me parlent et qui me stimulent. Et par exemple, je parlais des âmes pour les Wara Wara, ça s'appelle, donc ces petites bestioles blanches, et ça m'a rappelé par exemple quelque chose de mon film préféré, Avatar. Ce sont les petites graines de l'arbre des âmes, et ça m'a rappelé ça. C'est que des choses, voilà, qui me parlent et qui ont fait que j'ai adoré retrouver ça dans ce film, alors que je m'y attendais pas à retrouver ça. Et pendant un moment, voilà, j'étais déstabilisé, mais heureusement que le film a raccroché et que du coup j'ai tenu bon à vouloir continuer à le regarder, parce que sinon j'aurais jamais eu cette fin qui explose dans toutes les théories que tu peux te faire. Et il y a cette révélation finale où on apprend que en fait la petite fille avec qui Maito se baladait, c'était sa mère, en fait. Enfin, ça va être sa mère. Et le film, voilà, joue avec le temps et l'espace. C'est ça, et en plus, si je me trompe pas, en tout cas dans la perception que j'ai eue justement durant le film, et notamment quand ils sont dans le couloir du temps avec toutes les portes, c'est qu'en fait, ils tournent en rond. Le fait que Maito aille dans la tour, il rencontre la personne qui sera sa mère. Pour lui, pour Miyazaki, la représentation du temps, c'est un cycle, c'est un cercle. Ah oui, oui. Et finalement, c'est beau en fait de le voir comme ça, parce que finalement, il y en a qui disent que c'est des fluctuations, c'est juste linéaire. Lui, non, c'est cyclique. Ouais. C'est vraiment, et ça, c'est beau aussi de le montrer, parce qu'au final, c'est aussi la réincarnation,
etc. Parce qu'il vient de perdre sa mère quelques années avant, mais on ne sait pas combien de temps, et il la retrouve enfant sans vraiment la connaître, juste au moment où il doit se séparer d'elle. Bah, il sent qu'il est proche d'elle, mais... Enfin, moi, je me suis dit, au moment où ils se font un câlin, qu'ils disent « Oh, Maito, j'ai eu peur de te perdre, machin », je me suis dit « Mais vous venez de vous rencontrer il y a 2 heures. » C'est ça, et justement... Et tu comprends après, justement, que en fait, oui, il ressent une attirance, bah, parce que c'est sa mère, en fait. Mais les clins d'œil qui sont faits tout au long, même dès l'apparition de la personne, elle manipule le feu, et vraiment, elle essaye justement de sauver les Wara Wara, etc. Et même, elle manipule le feu pour sauver Maito, encore une fois. Oui. Et vraiment, en fait, elle manipule le feu, et dans quoi elle meurt? Dans le feu. Et même elle le dit, en fait, finalement, elle n'a pas peur du feu ne lui fait rien, à pas mourir, du coup. C'est vraiment que des clins d'œil en mode, bah voilà, en fait, cette personne-là, tu la connais, donc aussi bien la personne que ce qu'elle incarne dans ce monde-là. Et au final, bah, tu vois que bah, là, dans le monde des morts, entre guillemets, elle manipule le feu. Dans le monde des vivants, bah, c'est ce qui va la tuer. Ouais, j'ai bien aimé aussi. Ouais, en fait, c'est dans un sens, c'était prévisible du coup le fait que bah forcément tu rencontres une fille qui manipule le feu et bon bah on a vu quelqu'un enfin on a sous-entendu qu'elle était morte dans les flammes et j'ai bien aimé voilà l'habileté avec laquelle le film a joué justement pour nous faire cette révélation qui dans un sens était attendue mais qui arrive au moment où t'es en train de comprendre tout ce qui se passe. Et il y a un moment et justement moi je m'étais dit il va y avoir un truc avec cette histoire de porte et de temps parce que il y a les grands-mères à un moment qui parlent au père de Maito et qui lui disent oui bah ta femme elle a disparu pendant un an. Et j'ai eu cette information, et quelques scènes plus loin, j'ai une autre information qui est que bah, Maito et elle, en fait, se baladent dans un couloir où il y a que des portes, donc bah, du coup, le couloir du temps. Et en fait, c'est évident maintenant que je le sais, mais sur le moment, j'ai pas trop pigé. Il se trimballe dans ce couloir, elle dit ah bah c'est cette porte-là. Et il y a des numéros sur les portes. Et là, je me suis dit tout de suite, sans savoir, je me suis dit c'est peut-être une date ou quelque chose qui dit à quelle époque c'est. Et sur le moment, je me suis dit ah bah non, du coup, c'est pas ça. Et du coup, j'ai recoupé les deux informations, et je me suis dit ah bah oui, en fait, à la fin, elle va prendre une autre porte, et du coup, c'est elle qui aura disparu pendant un an, et elle aura disparu pendant un an parce qu'elle était avec Maito, et ils sont ensemble parce que ils étaient dans ce couloir du temps qui ne les ramènera pas au même endroit. C'est totalement pas clair ce que je dis. Mais faut avoir vu le film pour vraiment comprendre. Et même en ayant vu le film, c'est difficile à... Enfin, c'est pas difficile à comprendre, mais comment je le dis, bon. Ce que je veux dire, c'est que j'ai adoré ce avec quoi tout le film joue. Avec cette idée de couloir du temps, avec cette idée de monde qui est en proie à la destruction parce que il y a une petite construction qui va perdre en équilibre, et que quand elle va perdre en équilibre, voilà, ça va détruire le monde en entier. Et lui, en fait, bah, comme tu disais tout à l'heure, c'est un cycle. Et donc lui, Maito, s'il veut, il pourra reconstruire la construction et recréer ce monde. La tour, oui, voilà. Et tu te rends compte, c'est un monde qui émane d'une tour, avec une petite construction en équilibre. Enfin, j'ai adoré toutes ces choses mises bout à bout. Et puis rien que ce vieillard, déjà, il a la classe. J'irais pas jusqu'à dire qu'il a la classe. Hein. Mais j'ai bien aimé ça aussi, le vieillard qui en fait se trouve dans un espace-temps, enfin dans un endroit qui est hors de l'espace et du temps. C'est quelque chose de très poétique, je trouve, et la poésie, ça, on retrouve souvent ça avec Miyazaki. Pour conclure, moi j'ai adoré de bout en bout. J'allais dire c'est un chef-d'œuvre au début, mais peut-être pas tout de suite. C'est pas le moment pour dire chef-d'œuvre, voilà. Faut pas crier tout de suite au génie absolu. En tout cas, Miyazaki est un grand monsieur qui a bien fait de revenir avec ce film. J'ai très envie de le revoir et voilà, en fait, j'ai aimé tout ce qu'il y avait dedans. J'ai passé une super séance à découvrir cet univers et à être aussi perdu. Et en fait, des fois, je pense que c'est ce qui conclut, enfin, c'est ce qui représente le mieux ce film. Et c'est ce que j'ai envie de dire aux gens de ce monde. Il faut accepter parfois d'être déstabilisé. Il faut accepter d'être bousculé parce que ça peut nous emmener, voilà, vers des horizons et des choses qu'on n'imaginerait même pas. Ouais, totalement, vraiment. Moi également, j'ai beaucoup aimé le film. Très bon film d'animation, et parmi les films d'animation qu'on a vu cette année, celui dont je me souviens le plus, c'est Suzume, et pour moi a été peut-être mieux dans le sens où je suis plus habitué à l'animation, et vraiment très beau aussi. Excuse-moi, je te coupe, mais j'ai pensé à Suzume pendant le film, tu sais, au moment où ils arrivent dans le nouveau monde, et qu'il y a cette espèce de porte dorée. Et j'y ai pensé aussi, avec tout ce concept de porte justement qui t'entraîne vers un autre monde. Ouais, c'est simplement, ça, c'est Suzume, et c'est vraiment, c'est très poétique, et les Japonais ils sont forts là-dessus, après c'est peut-être aussi au niveau de leurs croyances, au niveau de leur mythologie, etc. C'est vrai que justement j'y ai beaucoup pensé, même si pour moi Suzume est au-dessus du Garçon et du Héron, mais voilà, ça reste quand même un très bon film, c'est vraiment un très bon film de fin d'année. Voilà, tu as quelque chose à rajouter ? Non. Eh bien, merci une nouvelle fois de nous avoir écoutés, chers auditeurs. Nous vous recommandons, évidemment, d'aller voir ce film, s'il est encore dispo là où vous habitez, dans un cinéma près de chez vous. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, de partager, de laisser un petit commentaire pour nous laisser votre avis sur le film. Et on se dit à très bientôt. Merci Loïc. Salut. Salut.